Bonjour et bienvenue dans Warchive, les archives du Wargame. Laissez-moi vous parler de Mordheim. Mordheim est un jeu d'escarmouche sorti en 2000 chez Games Workshop. Voici le livre de règles, qui était compris dans une boîte comprenant aussi 2 bandes et des décors. Nous allons explorer ensemble les secrets de cet ouvrage. Lors de la dernière année du 2e millénaire, 500 ans avant le règne du bienveillant empereur Karl Franz, débuta une période unique. Comme lors de la naissance du divin Sigmar, des ailes de feu dans le ciel annoncèrent l'imminence de l'événement, l'arrivée de la peste, de la guerre, de la mort et de la famine. Bien que son nom blasphématoire ait été rayé des registres de la grande bibliothèque d'Aldorf, et que ses ruines aient été rasées par Magnus le Sauveur de l'Empire, je vais vous conter l'histoire de la cité maudite, détruite par la colère des dieux. Je vais vous conter l'histoire de Mordheim. Le projet Mordheim a été mené par Tuomas Spirina, avec l'aide de Rick Presley et Alessio Cavator. L'illustration de couverture, ce corbeau mort avec la pancarte de Mordheim, a été réalisée par Geoff Taylor. Les illustrations et les enluminures sont de John Blanche, Alex Boyd, David Gallagher, Nuala Kennedy, Karl Kopinski, Paul Smith et John Wickley. Et, n'en déplaise à beaucoup, les textes sont de Gavin Thorpe. Le livre se divise en 3 grandes parties, comme beaucoup de publications Games Workshop à l'époque. La partie narrative, qui va raconter l'histoire de Mordheim et des différentes bandes, la partie purement des règles, et la partie photo. Écoutez mon refrain. Ah, comme ma flûte sonne bien. Répondez à mon appel. Mortels, ne regardez pas ce qui vous attend dans l'ombre où vous attire mon chant. Venez hommes, venez rats, venez créatures des ténèbres. N'écoutez pas les cris de ceux qui sont partis devant vous. Ne regardez pas le bord de l'abîme où vous amènent vos pas de danse. Dansez au son de ma flûte. Même si vos pieds brûlent et saignent, souriez avec moi, même si c'est un sourire de crâne que votre chair se détache. Riez avec moi, même si de la bile vous étouffe. Car vous êtes tous mes marionnettes, et je vous ferai danser une joyeuse farandole. La joyeuse farandole de la mort. L'Empire en flammes. Cela fait presque 20 siècles que Sigmar Eldenhammer a débarrassé nos terres des hordes monstrueuses qui y vivaient, fondant ainsi l'Empire, le plus grand des royaumes humains. À présent, nos esprits se tournent à nouveau vers Sigmar, le dieu des batailles. Sigmar, le père des hommes, tandis que le millénaire touche à sa fin et que le temps de son retour approche. Dans tous les temples du pays, les foules se rassemblent pour entendre les nombreux et merveilleux événements qui vont sûrement se produire lors du retour du dieu vivant vers son peuple. Les chroniques d'Ostermark, entrée pour l'an 1999. Plus que jamais, en cette fin de la dernière année du dernier siècle du second millénaire, la présence du Père des Hommes fait gravement défaut. Car l'Empire, jadis aussi puissant militairement que fort spirituellement, n'est plus qu'un royaume ravagé par la guerre et affaibli par la corruption. Nul empereur ne règne en cette sombre période, et l'Empire est morcelé en plusieurs contrées, de l'Ostermark dans le nord glacial au Wissenland dans le sud lointain, et de Marienburg sur la côte ouest à la Sylvanie qui s'étend à l'ombre des montagnes du bord du monde. Chaque seigneur affronte frères et voisins, tandis que les grands de l'Empire se disputent la couronne, laissant les mains libres aux bandits et aux voleurs. Nul ne souffre autant que les pauvres, et il n'est point étonnant qu'ils tombent dans l'errance, la boisson
et toutes sortes de vices. Il mène une vie misérable, tué par le feu et par l'épée, écrasé par le poids des impôts, et dépouillé par les marchands obèses qui profitent de l'anarchie pour s'enrichir davantage. C'est dans la cité de Mordheim, dans la province d'Ostermark, le premier jour de l'année 1999, de l'ère de Sigmar, que la prophétesse des sœurs de Sigmar a observé le signe tant attendu, pour la première fois dans le ciel nocturne. Ainsi que le prédisait le prophète Macadamnus de Grail, plus de 150 ans plus tôt, en écrivant « Dans la cité de ses sœurs, il nous reviendra sur des ailes de feu. Sur son trône, il régnera pour l'éternité, épargné par la corruption de la chair. Ceux qui s'y rassembleront pour l'attendre ne connaîtront pas la mort, et les seigneurs du Nord dirigeront ensemble les nations du monde. » Les versets de Macadamnus. Il était devenu clair que la cité mentionnée n'était autre que Mordheim. Elle abritait le saint ordre des sœurs de Sigmar, les sœurs de la prophétie, tout en étant située à l'extrême nord de l'Empire. Quant aux ailes de feu, tout le monde pouvait les voir. Haut dans le ciel, nocturne, brillait le symbole sacré de Sigmar, la comète à deux queues, dont l'apparition, 2000 ans auparavant, avait annoncé sa naissance. Nuit après nuit, la brillance de la comète s'accentuait. Jour après jour, le peuple se pressait vers Mordheim, tandis que la nouvelle de l'arrivée imminente de Sigmar sur des ailes de feu se répandait à travers tout l'Empire. Alors que s'achevait la dernière année du XXe siècle, la comète gonfla au point de chasser la nuit des rues de Mordheim. Ses feux brûlaient dans les cieux, si bien que le soleil lui-même semblait terne et froid en comparaison. Sous la prodigieuse sphère, le peuple de Mordheim sembla oublier toute retenue et se laissa aller à une fête aussi gargantuesque que dépravée. Qui sait combien d'âmes s'étaient entassées dans la cité? Des centaines de milliers étaient venus de tout l'Empire, si bien que la moindre ruelle, du moindre quartier, résonnait sans discontinuer de joyeuse musique. Hors des murs de la cité, les nouveaux arrivants se bousculaient et dansaient. Nul ne cherchait à se reposer ou à s'abriter lors de ces journées sans nuit. Tous dansaient, chantaient, buvaient et s'abandonnaient à des plaisirs indécents. Plus tard, certains dirent que les démons étaient sortis des ombres pour se mêler aux festivités et batifoler avec hommes et femmes. Mais qui peut affirmer une telle chose avec certitude, tant l'horreur de cette époque a obscurci les esprits. Ainsi furent rassemblés tous les péchés humains dans Mordheim, à la veille de sa destruction, comme un furoncle concentre les poisons du corps pour être incisé par le scalpel du chirurgien. Bernhard Hall, répurgateur général. Ce ne fut pas Sigmar, mais son jugement qui tomba sur la cité de Mordheim au premier instant du premier jour de la nouvelle ère. Tandis que la cavalcade de perversion culminait, le marteau de Sigmar s'abattit en mettant fin à la vie de chaque homme, femme et enfant dans la cité. Dans une explosion 10 000 fois plus forte que le tonnerre, le sol sembla se soulever à la rencontre du feu, abattant les bâtiments, brisant les murs et soufflant les arbres. Dans la lointaine Altdorf, les temples tremblèrent, en laissant choir des débris de maçonnerie dans les rues adjacentes. Au-delà des frontières de l'Empire, des forteresses souterraines naines qui tenaient depuis des générations se fissurèrent et s'écroulèrent. Mordheim n'était plus que ruines carbonisées. Pourtant, parmi la foule massée à l'extérieur de la cité, car cette dernière était si bondée que tous n'avaient pas pu y entrer, quelques rares individus survécurent. Ils s'enfuirent aussi loin que possible en apportant la nouvelle de la punition divine de Sigmar dans tout l'Empire. Mais la mort les rattrapa. Beaucoup succombèrent ensuite aux mutations qui déformèrent et tordirent leur corps, et aux tortures mentales que leurs souvenirs leur infligeaient. Un nuage de fumée noire recouvrit les ruines 7 jours et 7 nuits durant, et une grande fournaise brûla comme un charbon ardent sorti des enfers. Les chroniques d'Ostermark, entrée pour l'an 2000. Des vapeurs tourbillonnantes obscurcirent la cité pendant plusieurs jours après sa destruction. Elles émanaient d'une étrange lueur verte si brûlante que nul ne pouvait l'approcher,
mais finirent par se dissiper, tandis qu'eux refroidissaient les ruines. Quelques dépossédés revinrent ensuite en quête d'objets de valeur abandonnés, ou de trésors similaires qui auraient survécu à la colère de Sigmar. Au cours de la nouvelle année, d'étranges histoires commencèrent à circuler à propos d'une pierre magique découverte dans les ruines. Un minéral noir et luisant, capable d'accomplir des miracles. D'autres pierres furent rapidement découvertes, de tailles et de formes diverses, toutes supposées détenir des pouvoirs extraordinaires. D'après ces fables, elles redonnaient la vue aux aveugles, soignaient les malades, faisaient pousser les arbres en un jour, et permettaient aux morts de marcher et de parler. Mais surtout, du plomb fut transformé en or, un miracle accompli pour le comte de Siegfried, comte de Reckland, par son alchimiste personnel, von Hoffmann. La rumeur de cette découverte se répandit comme une traînée de poudre à travers l'Empire et le Vieux Monde, et toutes sortes d'hommes ne tardèrent pas à affluer dans les ruines de Mordheim, en quête de cette fabuleuse pierre magique. C'est ainsi que les ruines de Mordheim attirèrent l'attention des seigneurs de l'Empire, et de bien d'autres, car puissance et fortune étaient à prendre. Certains désiraient amasser de l'or pour payer leur armée et satisfaire leurs ambitions impériales. D'autres convoitaient le pouvoir magique, et d'autres encore étaient simplement cupides, ou mus par des raisons plus sinistres que des hommes loyaux et bons pourraient à peine imaginer. On entendit ensuite parler de monstres rôdant dans les ruines, des rats géants de la taille d'un homme, des morts-vivants, des démons, des créatures mutantes. Il n'en sera pas dit davantage pour le moment, mais tous vinrent à Mordheim avec leurs rêves, ignorant que de leurs actions allait dépendre le destin du monde. Au 7e coup de la cloche des 7 empereurs, le ciel, la terre et l'enfer seront mêlés. Lorsque brûlera le pays de Sigmar, ensemble marcheront morts, démons, bêtes et hommes. Les versets de Macadamus. La cité des damnés. Toute autorité avait disparu durant les années de folie précédant la destruction de Mordheim, et la misère qui affligeait l'Ostermark s'aggrava encore. Le peuple déserta les campagnes pour s'entasser en ville, les forgerons abandonnèrent leurs forges, et même les marchands et les usuriers renoncèrent au commerce. Ainsi, avant même la dévastation de l'Ostermark, il sombrait dans l'anarchie, tandis que son souverain, le comte Steinhardt, avait depuis longtemps succombé aux plaisirs dépravés qui devaient se généraliser lors des derniers jours. Lui et la plupart des nobles périrent par le feu purificateur de Sigmar, et bien peu, hélas, pleurèrent la disparition de la longue et jusque-là honorable lignée des Steinhardt. Ils viennent à Mordheim. Aujourd'hui, le pays d'Ostermark n'existe plus que sur les cartes. Ces terres négligées et dévastées sont infestées de pillards sauvages. Des armées étrangères foulent son territoire sans permission, et la poignée d'honnêtes hommes qui y restaient est la proie constante des bandits et autres voleurs en maraude. Pourtant, les hommes viennent en Ostermark. Ils affluent même de tout l'Empire, comme des charognards autour d'un cadavre attiré par la mystérieuse pierre magique, que ses pouvoirs rendent infiniment plus précieuse que l'or. Mais si mirobolants que puissent être les gains, et si rapidement que vienne la fortune, les dangers demeurent plus grands encore. Les premiers chasseurs de trésors à s'aventurer dans Mordheim étaient imprudents, souvent seuls ou à deux, car ils n'imaginaient pas quelles horreurs rôdaient dans les sinistres ruines de la cité. Beaucoup disparurent sans laisser de traces. D'autres vinrent mutilés dans leur chair ou dans leur âme, délirant à propos de créatures bestiales et inhumaines. Certains mentionnaient sans cesse les démons et les créatures de la fosse, et quelques-uns revenaient des ruines, les mains vides, en riant comme des fous, riant encore maintenant. Bientôt, seuls les plus téméraires pénétrèrent seuls dans la cité. Les chasseurs de trésors préfèrent maintenant s'unir en petits groupes armés, ou bandes, pour plus de sécurité. Les monstres n'étaient pas seuls responsables de la mort de si nombreux aventuriers. L'air même de Mordheim s'est en effet avéré néfaste pour ceux qui l'ont respiré trop longtemps. Même la pierre magique tant recherchée fut la perte de plus d'un, car sa puissance magique brute pouvait brûler la chair et causer d'horribles changements du corps et de l'esprit. Beaucoup de ceux qui entrèrent dans Mordheim comme camarades furent poussés à la discorde et au meurtre par les vapeurs contenues dans l'atmosphère et l'énergie émanant de la pierre magique.
D'autres n'avaient besoin d'aucune influence maligne pour se retourner contre leurs compagnons. La seule découverte d'une pierre de valeur suffisant à ce que la cupidité prenne le pas sur la loyauté. D'autres encore revinrent apparemment sains et saufs, mais tombèrent malades et moururent, ou développèrent des difformités si atroces que leurs camarades durent les abandonner ou les achever pour leur épargner l'humiliation suprême. Passer entre les gargouilles qui gardent la porte de cet endroit, c'est passer les portes de la mort. Dernière parole d'un aventurier inconnu. Ils établissent leur campement. En raison de la pestilence régnant entre ces murs, de nombreuses colonies de tentes délabrées et autres camps rudimentaires, semblables à ce que bâtirent les chasseurs pour passer une semaine dans les montagnes, sont apparus tout autour de la cité. Ces camps sont séparés les uns des autres, à cause de la rivalité entre les habitants des différentes contrées. Et de rudimentaires fortifications ont été élevées pour repousser les attaques des voisins. Certains, tels le Havre de Sigmar, restent relativement sûrs malgré l'anarchie, car des gardes sont payés pour y maintenir l'ordre. Cela possède même une place du marché pour les armuriers et autres camelots aux marchandises hors de prix. D'autres, comme le bourg des Coupes-Gorges, ne sont que des repères de meurtriers, où les mutants vont librement et où des hommes encapuchonnés apportent des cadavres aux nécromanciens en échange d'or souillé. Ces refuges, si vils soient-ils, sont relativement sûrs en comparaison des ruines de Mordheim elles-mêmes, qui sanctionnent par la mort, ou pire, la moindre pause d'une petite heure. Les groupes d'hommes qui osent s'y aventurer sont soit des braves, soit des fous désespérés. Et les guerriers mercenaires trouvent rapidement du travail parmi ceux qui franchissent chaque jour les portes de Mordheim. Cependant, une fois de l'autre côté, plus aucune loi humaine ne s'applique. On y mutile, on y tue en toute liberté, si bien que le moindre rival devient un ennemi mortel. Des hommes qui jouaient au dé en trinquant ensemble la veille peuvent s'entretuer au petit matin. Ainsi vont les choses à Mordheim, où la seule règle consiste à tuer pour ne pas être tué, et où seuls les plus forts peuvent survivre pour remporter la plus grande de toutes les récompenses. Le comte de Midenland offre tant d'or, celui de Reckland offre tant en plus. Le grand théogoniste offre la bénédiction de Sigmar, mais je préférerais son or. Chaque puissance de l'Empire désire de la pierre magique, et ferait n'importe quoi pour en avoir, sauf venir ici pour la ramasser elle-même. Alors trinquons, mes amis, car demain nous irons faire ce sale travail à leur place, et pas pour rien. Fernando Pavarotti, capitaine mercenaire. Il recherche un grand pouvoir. Nul empereur ne règne sur l'Empire, et nul ne l'a fait sans contestation depuis plus de 4 siècles. Pourtant, certains comtes électeurs coifferaient volontiers la couronne s'ils disposaient de la puissance nécessaire pour s'imposer à leurs voisins. Selon l'ancienne tradition, les souverains de chaque contrée, les électeurs, votent pour élire celui d'entre eux qui sera sacré empereur. Si bien que chaque candidat doit rechercher le soutien de ses pairs pour obtenir la majorité. D'autres puissances, bien qu'inéligibles pour la couronne, sont également électrices et doivent de même être courtisées tant leur influence est grande. Parmi ces dernières, le grand théogoniste de Sigmar est incontournable, car les temples de son dieu s'élèvent dans tout l'Empire. La découverte de pierres magiques à Mordheim a semé la confusion, car elle offre enfin la possibilité de départager les candidats rivaux. Les comtes électeurs ont donc tous engagé des mercenaires pour récupérer autant de pierres magiques que possible. Les souverains du Reckland, du Midenland et de Sylvanie sont ceux qui se disputent le plus âprement le trône, tandis que Dame Magrita, élue par les contrées mineures et favorite des guildes de marchands, a été disqualifiée par le grand théogoniste sous prétexte que nulle femme ne peut porter la couronne de Sigmar. C'est ainsi que les regards de ces grands rivaux se tournent vers Mordheim et sa fabuleuse pierre magique, qui possède le pouvoir de transformer les métaux vils en or. Qui règne en Ostermark ? Nul n'y est seigneur, car chaque roturier est prince dans un pays où la puissance est à la portée du bandit, comme du noble et de la bête. Les Chroniques d'Ostermark. Entrée pour le solstice d'été de l'an 2000. Mais les comtes ne sont pas les seuls dans la course au pouvoir.
L'anarchie afflige l'Empire depuis des siècles, et l'influence des marchands et des temples est devenue immense. À Marienburg, le plus grand et le plus fréquenté des ports du Vieux Monde, les marchands ont prospéré mieux que partout ailleurs, et certains bourgeois de cette cité sont désormais plus puissants que bien des nobles. Les plus influents de tous sont les libres marchands, une société secrète comprenant les marchands les plus riches, dont l'ambition est de placer Dame Margrita de Marienburg sur le trône de l'Empire. Les citoyens de la ville de Marienburg sont célèbres pour leurs vêtements élégants, leur goût pour les bijoux et leur manière distinguée, dont beaucoup se gaussent en les appelant les fats. En vérité, nombreux sont ceux qui envient la richesse et la sécurité de Marienburg en ces temps difficiles. Car si la puissance des comtes a décliné, celle des guildes marchandes s'est accrue d'autant. À présent, de nombreux riches roturiers aimeraient renverser l'ancien système politique pour mettre en place une assemblée qui donnerait aux marchands le pouvoir correspondant à leur richesse. Le mécontentement général est tel que certains bourgeois recherchent le pouvoir par les moyens les plus infâmes. Ils se tournent vers la sorcellerie, le plus noir des arts, que tous s'accordent à considérer comme l'incarnation du mal, et dont la pratique est depuis longtemps punie de mort sous la torture. Bien que peu osent en parler, la présence de sorciers dans l'Empire est notoire, comme les cultes secrets qu'ils vouent aux dieux noirs et les cadavres qu'ils dérobent dans les cimetières. Ces agents de la corruption invoquent des démons pour les servir, tandis que les nécromanciens envoient des morts vivants tués et volés pendant la nuit. On dit à présent que les sorciers se montrent ouvertement dans la cité des damnés, et qu'ils y recherchent la même pierre magique, capable de démultiplier la puissance de leur sorcellerie. C'est pourquoi les Templiers de Sigmar viennent à Mordheim, dans leurs chariots chargés de cages, de braseros, de fer et d'instruments de torture, pour accomplir leur devoir là où le besoin s'est fait le plus sentir. Ce sont les répurgateurs, comme les appellent ceux qui les craignent ou les haïssent, et comme ils se nomment eux-mêmes, car ils tirent une grande fierté de la persécution des hérétiques. Les cendres graisseuses et les restes de bûchers funéraires s'étendaient à perte de vue sur la place, et la fumée envahissait des rues. Nous en gardâmes la puanteur en bouche pendant des jours. Journal de Célestian Bran. Derrière les répurgateurs se trouve la plus grande autorité spirituelle de l'Empire, le grand théogoniste de Sigmar. Lui aussi rêve de pouvoir, et on dit qu'il convoite secrètement pour lui-même la couronne qu'il a refusée à Margrita de Marienburg. La destruction de Mordheim a engendré une atmosphère de terreur religieuse, car qui peut nier que le temps du jugement de Sigmar est arrivé et que son peuple s'est avéré fautif. Depuis le Nouvel An, la foule se presse dans les lieux saints pour y faire la paix avec son Dieu et accepter sa punition. De nombreux suppliants ont légué tous leurs biens au temple pour prendre la route en pénitence. Ainsi, de grands cortèges de mendiants dépenaillés parcourent le pays en se flagellant pour expier les péchés de tous les hommes. À présent, le grand théogoniste a envoyé ses chasseurs de sorcières à Mordheim pour en extirper le mal qui s'y est logé, mais aussi, dit-on, pour lui ramener de la pierre magique. Triomphe le frère du démon noir, tandis que sa table est charognard, cupidité, ambition, malice et haine se pressent vers le portail ardent qui porte la couronne de Sigmar, demain perdra le trône. Prophétie de Cassandora, prophétesse des sœurs de Sigmar. Les bandes de Mordheim. Qui peut bien venir à Mordheim? Et qui peut bien ne pas y être? Des hommes venus de tout l'Empire habitent les campements miteux qui entourent Mordheim. Des hommes du Middenheim et de la cité d'Ulric, de Marienburg sur la côte ouest, de Sylvanie et du Wisseland, et de tous les pays qui les séparent. Certains viennent pour leurs propres raisons obscures. Mais l'écrasante majorité ne vient que pour faire fortune. Ces aventuriers mercenaires sont pour la plupart engagés par les souverains de Middenheim, de Marienburg et de Reckland, qui convoitent tous trois le trône et sont de loin les plus riches et les plus ambitieux. En vérité, la rivalité entre ces trois comtes est si grande qu'il est rare de voir leurs hommes camper ensemble, et que l'on n'a jamais vu ces guerriers d'origine différente combattre en bande les uns aux côtés des autres. Nous suivions ce chemin bien connu vers la cité des damnés, et nous passâmes devant eux.
Ils pendaient des croix auxquelles ils étaient cloués, comme une longue ligne le long de la route. Nous marchions, tandis que les yeux de ces cadavres brisés nous suivaient et que leurs têtes se tournaient pour nous murmurer. « Repartez, 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 repartez. » Les autres prétendants au trône, le souverain de Sylvanie, le comte von Karstein, est le plus puissant. Mais sa réputation est si terrible que peu acceptent son or. On dit qu'il se livre au plus abominable des hérésies, en buvant du sang humain et en usant de nécromancie pour ressusciter les morts. Ses serviteurs, étranges et perfides, explorent eux aussi les ruines de la cité des damnés, bien qu'ils restent dans l'ombre en évitant la lumière du jour. Peu de gens suspectent la véritable nature de von Karstein. Peut-être les répurgateurs qui soupçonnent tout. Et il reste pour le moment un prétendant de plus au trône de Sigmar. Qui sait quelles ambitions nourrit le grand théogoniste? Il a refusé la couronne à Dame Magrita de Marienburg, s'aliénant ainsi les guildes marchandes et surtout les libres marchands de Marienburg, dont les membres occupent des positions importantes dans l'Empire. En proclamant une sainte croisade contre les mutants et les sorciers, le grand théogoniste a envoyé l'ordre des Templiers, communément appelés les Répurgateurs, explorer Mordheim à la recherche de pierres magiques. Il prêche la rédemption, la vengeance de Sigmar et l'amour du Temple, mais beaucoup pensent qu'il recherche un pouvoir plus matériel que spirituel. Et que dire des ambitions contrariées des libres marchands, et de tous ceux pour qui l'ancien système et ses coutumes sont des chaînes qui les entravent? Beaucoup se sont tournés vers les cultes secrets des dieux noirs, dont l'adoration constitue la pire des hérésies, et vers la sorcellerie contre nature qui touche au chaos lui-même. Leurs ambitions les amènent secrètement à Mordheim, où ils prospectent la pierre magique. Là, ils se sont trouvés un chef, un empereur noir, dont nul ne peut dire s'il est homme ou démon. Il se nomme le Seigneur des Ombres, maître des possédés, et habite la fosse de Mordheim, au fond du cratère où les feux de la colère de Sigmar brûlent encore, et dont les fissures béantes crachent de nauséabondes vapeurs. De ce royaume dans le royaume sortent des créatures démoniaques, difformes et maléfiques, à l'aspect hideux et à la force démesurée, qui infestent les ruines de la cité des damnés. Rien n'est resté intact dans la cité des damnés. Tout a été dévasté et carbonisé. Là où le marteau a frappé, s'étend à présent une fosse, dont les bords sont restés brûlants et dont les flancs sont aussi lisses que du verre. Comme si la chaleur de la colère de Sigmar avait fait fondre la roche. Les vapeurs qui en émanaient étaient si toxiques et épaisses que le nuage mit plusieurs semaines à se dissiper. Les curieux purent alors y décerner, ça et là, comme des insectes piégés dans l'ambre, les morts encore vêtus pour cette fatale et ultime nuit de fête et d'égarement, le visage empreint d'une terreur intense. Que dire encore des sœurs de Sigmar, ces anciennes ennemies de l'ordre des Templiers, qui nient la légitimité des femmes dans le clergé de Sigmar? Strictes, intraitables et sourds à toute raison, les répurgateurs accusent ouvertement les sœurs d'hérésie et d'offense à Sigmar. Mais les sœurs ne sont pas sans défense. Elles comptent parmi elles les filles des plus nobles maisons de l'Empire. Leur couvent donne ainsi asile à celles qui auraient autrement été une gêne ou un problème pour leur famille. Ces deux organisations, affiliées à Sigmar, peuvent combattre côte à côte dans Mordheim, mais restent des ennemis jurés, car leur rivalité implacable est de nature religieuse, et nulle parole d'apaisement ou de pardon ne saurait y mettre fin. Les sœurs de Sigmar occupent une position unique à Mordheim. Leur couvent, le Temple du Roc, repose sur une grande île rocheuse dressée au centre du fleuve Styr qui traverse la ville et la divise en deux. Bien que la destruction de Mordheim ait laissé quelques bâtiments debout, c'est un véritable miracle que le temple et ses occupantes aient survécu intacts. En effet, tandis que tout autour d'elles sombrait dans l'égarement et la dépravation, les sœurs n'oublièrent pas leur devoir sacré et ne cessèrent de prier Sigmar, échappant ainsi à sa sentence. C'est en tout cas ce qu'elles prétendent, car il n'y a certes personne qui pourrait témoigner du contraire. Les répurgateurs ne croient pourtant pas en cette piété salvatrice,
et clament que les sœurs ont scellé un pacte démoniaque, en livrant Mordheim à la destruction, tout en y échappant elles-mêmes. Aujourd'hui encore, les sœurs semblent avoir la bénédiction de Sigmar, ou d'une puissance infernale, car la grande hauteur de leur refuge les élève au-dessus des vapeurs empoisonnées et les en préserve. Il reste les autres habitants de Mordheim, les multillés, les monstrueux, les mutants et les démons. D'où sortent-ils et pourquoi sont-ils ici ? Cela reste pour l'instant un mystère, même si la lumière finit toujours par être faite. Les étranges créatures rats qui fouinent dans les ruines seront pour le moment oubliées, comme aimerait pouvoir le faire plus d'un courageux aventurier mercenaire. Ces dernières gardent leurs histoires pour elles-mêmes, et la plupart des hommes préfèrent nier leur existence, ou les mettre dans le même sac que les autres monstruosités qui sont monnaie courante dans la cité des damnés. Voici donc les principaux acteurs sur cette scène de destruction. Les aventuriers mercenaires du Reikland, du Midenland et de Marienburg, les serviteurs morts-vivants du comte vampire von Karstein, le culte du maître des possédés, les répurgateurs du grand théogoniste, les saintes sœurs de Sigmar et les plus mystérieuses de toutes, les créatures des ruines. Bien que vous marchiez avec la peur au ventre et le goût amer de la mort dans la bouche, chaque jour vous entendez l'appel de votre funeste destin et vous luttez contre votre destruction. Bien que vous dormiez sous le voile de la nuit et que la victoire adoucisse les ténèbres, chaque jour vous devrez échapper à l'étreinte glaciale de la mort, tandis que la lumière de l'immortalité brillera toujours plus fort. Bien que vous gisiez à présent sous une terre froide et que les vers rampent en silence sous votre palais, votre chair décomposée sert encore aux asticots, qui mangent sans voir, sans penser, ni rien espérer. Il fut une époque où l'Empire même semblait mourir. Déchiré par une terrible guerre civile, le royaume de Sigmar avait sombré dans l'anarchie et le chaos. Venaient en ces jours terribles où la lutte pour le trône dresse le frère contre le frère. Les feux brûlent dans la nuit glaciale, tandis que chasseurs de primes et mercenaires recherchent les pierres de pouvoir au cœur des ruines calcinées de Mordheim, qui fut une fière cité avant d'être dévastée par un roc infernal tombé des cieux. Voici venu le temps du chaos, de la guerre, du massacre et des actes impies, car le courage des hommes a été sapé par les noirs démons de la cupidité et de la soif de pouvoir. Bienvenue dans les ténèbres. Nous avons ensuite quelques pages qui présentent le jeu. Qu'est-ce qu'un jeu de figurines ? Comment ça se passe ? Les différents pions, la nature du terrain, le matériel de jeu, comment se composent les caractéristiques, comment lire un profil de figurine, et comment va se passer le jeu avec la séquence de tours, le mouvement, etc. Donc je ne vais pas explorer les règles du jeu elles-mêmes, on va plutôt passer un peu de temps sur le livre lui-même, la qualité de cet ouvrage. Donc il y a toujours ces petites illustrations en bas de page qui sont vraiment super chouettes et qui ont donné cette texture en fait très sombre à Mordheim et qui fait en fait le succès de Mordheim. Voilà. Des illustrations aberrantes, donc sous la direction artistique de John Blanche. J'ai déjà fait un petit article sur John Blanche où justement j'explique qu'il est très inspiré de Bosch et il y a des symboles comme ça qui vont revenir. J'adore justement cette double page. D'un côté, on va avoir ce squelette rat humanoïde perché sur un poisson armuré avec petite planche à roulettes pour pouvoir avancer, qui visiblement affronte en face un chevalier cochon sur une puce géante avec un singe habillé en évêque. C'est vraiment très improbable, très farfelu et en même temps très sombre. Là, on est vraiment dans cette mouvance qui a peut-être été créée par Mordheim, justement, le Grimdark. On est vraiment dans quelque chose de grotesque, sombre, terrifiant. Voilà, avec ces espèces de crabes, comme si des Bernard l'Ermite s'étaient installés dans des crânes.
des rats mutants capables de porter une épée. Voilà, il y a une sensation de folie qui se dégage des illustrations. Voilà, pareil, cette espèce de répurgateur enchaîné, armé de 2 pistolets alors qu'il a les yeux et la bouche cousus. Quel est le but dans tout ça? Comment est-ce que ça peut fonctionner? Voilà, le loup avec une jambe de bois tenant un fusil, tandis qu'il y a un ours en face avec un tromblon. Et un mini-squelette est perché sur un oiseau de proie. Un jongleur de couteaux avec des jambes de bois. C'est une espèce de... Il y a une espèce de matière brute, nauséabonde et quelque chose de noir et lisse que j'ai l'impression de voir couler de ces illustrations. Illustrations en noir et blanc à l'encre qui rendent vraiment très très bien. Qui donnent vraiment en fait l'ambiance de Mordheim, qui permettent au lecteur de rentrer directement dans ce monde de folie et de corruption. Voilà, je me souviens avoir découvert ça à sa sortie, donc en 2000. En 2000, j'ai 13 ans. Et déjà que ce que je voyais de Warhammer 40 000 à l'époque, et qui me plaisait, qui m'intriguait, c'était cette couverture de jaune blanc, justement, avec les Black Templars. Et là, on retrouve en fait cette matière poisseuse dans les illustrations. À quoi me serviraient des yeux après avoir vu tant de choses? Des mains pour toucher ou une langue pour donner une voix à ce bref moment indicible? En vérité, je vous le dis, malédiction sur les mains et les cœurs, car ils ne servent point d'homme, mais ne font qu'entraîner son malheur. Je vois le cœur de chaque homme, j'entends chaque battement, l'approcher un peu plus de sa fin. Comme ils s'accrochent aux ruines de leurs existences, si désespérés de prolonger leur tourment quotidien et comptant les scories comme s'il s'agissait d'or, jusqu'à ce que le compte soit bon. Je marche paisiblement parmi vous, regardant patiemment votre heure arriver, puis je vous appelle en silence. Vous me regardez et me reconnaissez, car ceux qui ont vécu à mon service me reconnaissent toujours. Votre poigne se relâche et votre épée s'échappe de vos doigts, sans vie. Vous voulez hurler, parler, mais aucun son ne vient, alors vous comprenez que le temps des mots est passé. Maintenant, vous ne pouvez rien faire d'autre que de me suivre dans les ténèbres qui vous attendent depuis toujours. Il y a ce symbole du poisson qui revient régulièrement, qui est assez étrange. Je ne sais pas comment ce symbole a été choisi. C'est assez gênant, j'ai envie de dire, quand on considère que le poisson était quand même le symbole du Christ au début de la chrétienté. Mais voilà. Une chose aussi que j'ai beaucoup aimé à l'époque où j'ai découvert Mordheim, c'est que on est loin de la grandiloquence des grandes batailles. On n'est plus sur des guerriers surarmés. Enfin, je me souviens que Warhammer, déjà à l'époque, on cherchait en fait l'optimisation, le meilleur équipement, des choses comme ça. Et du coup, on revenait sur des choses très standards. Armure lourde, épée, bouclier, voilà, des choses comme ça. Dans Mordheim, on va être sur les dagues, les couteaux, les masses, voilà, des choses très différentes. Et du coup, on va avoir des figurines qui vont être beaucoup moins guerrières, beaucoup moins grandiloquentes, mais peut-être plus réalistes et plus pratiques, plus dans la survie. Voilà, une partie, comme à l'époque, ça se faisait beaucoup dans les livres de Games Workshop, d'avoir toute la partie texte et règles en noir et blanc, et d'avoir une partie au milieu du livre en couleur pour présenter les figurines. Là, on va avoir
J'aime beaucoup ce personnage. Donc c'est un séide de John Blanche, donc qui est sur base de zombies, avec un livre ouvert décrivant la chute de la comète. On imagine très bien le personnage avancer en disant « La fin est proche, repentez-vous ». Voilà. Donc moi déjà à l'époque, juste des photos comme ça me faisait complètement rêver. On est vraiment dans les types de décors que j'aime. Enfin voilà, moi je suis ravi avec une image comme ça. On a des conseils pour assembler la bande, quelques petites astuces de peinture sur les visages, sur la fourrure, les types de socles, etc. Quelques présentations des différentes figurines qu'on peut retrouver dans la gamme dédiée à Mordheim. C'était vraiment une superbe gamme. Ça, ce que les Sœurs de Sigmar, vraiment magnifiques. Les séides répurgateurs qui étaient absolument géniaux avec ce séide qui se trimballe une marionnette d'évêque. Celui-là qui tient un poisson. Voilà, c'est complètement absurde. Et quand je parle d'efficacité guerrière, c'est-à-dire que typiquement en termes de figurine Warhammer, vous n'allez pas avoir de figurine qui va avoir une seule arme en main. Les figurines, elles sont toujours optimisées. Donc, j'ai deux mains, je vais porter une épée, un bouclier. Je vais porter une hache à deux mains. Je vais porter un pistolet et une dague. Voilà. Et là, vous avez des personnages qui ont une hache et puis une main qui n'est pas occupée. Voilà. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant dans cet univers-là. Il y a quelques conversions qu'on peut voir qui étaient vraiment très chouettes. Avec notamment ces possédés sur base de cultistes de Warhammer 40 000, mais qui étaient déjà durs à trouver à l'époque. Donc, mais voilà, très très sympa. Et là, quelques images. Là. Pour moi, il y a tout dans ces images-là. On a une petite mise en scène avec des éléments de décor. On a un fond, mine de rien, qui est sympa. Hein. C'est-à-dire que on se plonge facilement dans l'image parce que derrière, on n'a pas une chaise, une boîte de dés ou quoi. Voilà. On a un décor avec un fond qui se laisse oublier. On a le sol qui est texturé. On a les bandes qui s'affrontent. Il y a une histoire qui se raconte, voilà, on se laisse facilement emporter par ces images, je trouve. Oh, ce décor de temple m'a tellement fait rêver quand j'étais gamin. J'avais entrepris d'en construire une version à l'époque, mais j'étais pas super satisfait, j'ai encore les ruines de côté. Peut-être qu'un jour je me relancerai dans ça, mais ou de la porte, la deuxième porte qui est rabattue pour une barricade, enfin... Tout est génial. Voilà. J'aimerais beaucoup retrouver ce type d'ambiance aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui empêcherait en fait aujourd'hui de rejouer à Mordheim, de revenir sur les règles ou quoi? En fait, c'est un jeu qui a 20 ans et ses règles, elles ont 20 ans. Et malgré tout, même si le jeu était très bien à l'époque, en fait, il y a eu d'autres jeux depuis, il y a eu des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus dynamiques, et dont les règles sont plus intéressantes. Donc moi je trouve ça assez difficile de revenir à ce jeu-là aujourd'hui. Voilà, ce nécromancien qui était tellement parfait à mes yeux. Voilà, une espèce de petit vieux, avec son épée, enfin... Il était vraiment idéal pour moi, ce nécromancien. Là, c'est superbe, là, les bâtiments avec les échelles qui permettent de passer d'un bâtiment à l'autre, etc. Enfin, on sent... En même temps, quand on voit la photo, c'est très frontal, mais ça marche parce qu'il y a différents niveaux, il y a les ruelles, il y a les pontons, c'est vraiment super chouette. Voilà. Là, pareil, les blocs, en fait, qui permettent de faire des différents niveaux dans la cité elle-même, ça, c'est un truc que j'ai très envie de faire. Je m'y mettrai un de ces quatre. « Nous sommes prêts, tout prêts !» murmura Marius pour lui-même. On pouvait presque sentir la présence du nécromancien, toute proche, mais pas encore à portée de vue. « Retenez-les !» ordonna le répurgateur à ses hommes.
Je vais traquer le mécréant, et l'oxyre ainsi, je briserai l'enchantement impie qui retient ces créatures en ce monde. » Marius jeta un regard en arrière tandis qu'il s'engouffrait dans une ruelle. Il vit Hansel aux prises avec un zombie, dont il repoussait les mains griffues avec sa hallebarde. Non loin de là, un loup funeste, dont les yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, se repaissait du corps de l'un des mercenaires. Leipzig coupa la tête d'un zombie, mais il resta debout, un moment, comme s'il allait continuer le combat. Une ombre fugitive s'échappa du coup, tranchée, et la créature s'effondra, tandis que la magie qui lui donnait un semblant de vie se dissipa dans le brouillard. Marius vit Hansel étendu à terre, les mains griffues d'un zombie serrées autour de la gorge. Hansel se débattait encore faiblement pour repousser la créature, mais les choses allaient mal pour les protecteurs de l'humanité. Marius continua son chemin. Tous ses sens étaient en alerte pour localiser le nécromancien, le démon à forme humaine appelé l'impur. Ses yeux scrutaient les bâtiments écroulés, ses oreilles guettaient le murmure d'une incantation, et il humait profondément l'air pour tenter de percevoir l'odeur de la pierre magique et de la poussière de caveau. Il entendait encore les cris de guerre de ces hommes et le choc de l'acier à quelques rues de là, déformé par l'écho et le brouillard dense. Tandis qu'il escaladait un tas de gravats, Marius vit les débris tomber dans un trou entre les pierres. Il en écarta quelques-unes et découvrit un tunnel qui s'enfonçait sous terre. « Les légendaires catacombes » souffla-t-il. Il tira la lanterne de son sac et l'alluma rapidement à l'aide de ses pierres à feu. Marius descendit prudemment dans l'ouverture et se retrouva dans un tunnel bas de plafond, consolidé par endroits avec des briques. De l'eau coulait au milieu du couloir, lui indiquant qu'il se trouvait dans les égouts de Mordheim. Couvrant un moment la lumière de la lanterne, Marius scruta attentivement chaque direction pour savoir laquelle choisir. Il crut discerner une faible lueur à sa droite et se mit en marche. Pendant ce qui lui sembla être une éternité, Marius marcha dans l'obscurité des égouts. Mais plus il avançait, plus la lueur se faisait vive jusqu'à devenir la lumière de flamme qui éclairait la paroi incurvée du tunnel. Le répurgateur passa sous une arche, pénétré dans une grande salle voûtée où se rejoignaient plusieurs autres couloirs. Des braséros flambaient tout autour de la caverne, et Marius laissait choir sa lanterne à terre lorsqu'il vit la silhouette en robe qui lui tournait le dos. « Impur !» rugit Marius. « Viens rencontrer ton destin !» L'homme se retourna et des yeux chassieux plongèrent dans ceux du répurgateur. Marius dégaina son sabre et courut vers le nécromancien. Avec un sourire méprisant, ce dernier prononça un mot de pouvoir, et des éclairs d'énergie noire jaillirent de ses yeux. Marius plongea sur le côté et roula pour se remettre aussitôt sur ses pieds. Le sorcier laissa tomber l'épais livre qu'il tenait à la main, sans nul doute son grimoire maudit, et dégaina une longue lame de duelliste. Il se mit en garde d'un air sûr de lui. « Mon destin » ricana-t-il d'une voix éraillée. « Que connais-tu du destin ?»« Tes pouvoirs maléfiques ne m'impressionnent pas, démon !» cracha Marius en donnant un grand coup de sabre, que le nécromancien para facilement. « Du pouvoir ? Oui, il en a bon d'ici. C'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi tu es venu aussi. Le chaos a pris possession de Mordheim, et nous sommes tous ses serviteurs à présent, » répondit le nécromancien en frôlant le visage du répurgateur avec sa fine lame. « Jamais !» hurla Marius en frappant son adversaire qui parut coup après coup. « Tu es déjà pris au piège. Tu as suivi la voie des ténèbres et tu ne peux plus rebrousser chemin. Pense à tout ce que tu as fait et ose prétendre que tu vaux mieux que moi. Jusqu'où es-tu allé au cours de ta quête ? La magie peut te donner l'immortalité. Pense à ce que tu pourrais accomplir si tu pouvais échapper à la vieillesse et à la mort. » Continua le nécromancien en tournant lentement autour de Marius, son épée tendue devant lui. En poussant un grand cri inarticulé, Marius donna un coup puissant de sabre circulaire, brisant la fine rapière de son adversaire avec sa lourde lame, et lui trancha la gorge. Le nécromancien cracha du sang et s'écroula dans un gargouillis. Marius se baissa, en pouffant de dérision, tant l'idée qu'il puisse être corrompu était ridicule. Il ramassa le grimoire et regarda la page où le livre était ouvert. Il était intitulé « De la manière d'échapper à l'étreinte de la mort ».
Sans vraiment réaliser ce qu'il faisait, Marius commença à lire. « Examine ton âme mortelle. Du plus profond de ton être, les démons, chacun de tes désirs primitifs, t'observent et te poussent à la recherche de la richesse et du pouvoir. L'or, la gloire et la pierre magique. Ce sont les marques d'un grand seigneur, celles du maître de l'humanité. Mensonge, guerrier, car même vos plus grandes victoires constituent votre ultime défaite. Votre vie n'est rien de plus qu'une illusion. Richesse et gloire ne sont que des choses éphémères. Votre monde est une toile, un piège qui se referme davantage lorsque vous luttez pour contrôler votre misérable existence. Au centre de cette toile attend l'araignée de votre cupidité. Lorsqu'elle en touche les fils, vous vous agitez comme une marionnette, en croyant naïvement choisir vous-même votre destin. » Il y a cette mini BD là dans le livre que je trouve très intéressante et très étrange, d'un homme encapuchonné avec une grande épée qui semble donner des pièces aux mendiants autour de lui. On voit plusieurs créatures, là, le poisson avec des pattes qui a une pièce dans la bouche, une oie qui a une pièce dans la bouche, les mendiants qui ramassent les pièces que donne l'homme. Et il monte un poteau pour aller clouer une pièce dans un mur, enfin dans un pylône de bois, un tronc d'arbre. Je sais pas exactement, comme une sorte de coutume, peut-être pour se porter bonheur avant d'entrer dans Mordheim. Donc il y a plein de superbes illustrations dans Mordheim. C'est vraiment un beau livre qui a extrêmement marqué, même ces tout petits dessins en fait, hein, c'est espèce de mix entre rat et poisson, qui croque des pommes, toutes ces choses-là ont vraiment... il y a vraiment une création d'univers, on dirait qu'on est dans un autre univers que celui de Warhammer. On a l'univers de Warhammer qui est déjà connu, qui est déjà très dense, et là en fait en explorant Mordheim de cette façon, on a l'impression de découvrir un nouveau monde, une nouvelle histoire, comme si ça n'appartenait pas au même univers. J'adore ce livre, si vous manquez d'inspiration ou quoi, voilà, cherchez un livre de Mordheim, les illustrations sont incroyables. Donc Mordheim a vraiment été un élément fondateur, j'ai envie de dire, dans l'histoire du jeu de figurines. Déjà, on est sur un jeu d'escarmouche à une époque où il existe peu de jeux de figurines autres que Warhammer. Là, on nous propose un jeu d'escarmouche, donc on va pouvoir personnaliser une bande, passer du temps sur chaque figurine, modifier les figurines en fonction de leur expérience. On est presque dans du jeu de rôle avec une évolution, et on est dans un univers noir et poisseux, comme jamais Warhammer n'avait été décrit avant, quoi. Donc c'est vraiment un univers, comme je dis, qui est à part, qui est un peu en dehors de la trame narrative de Warhammer, et surtout c'est une bible graphique qui est incroyable. Et je pense que si Mordheim a encore autant de succès aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un objet complet, c'est un univers, c'est un monde qui a été réfléchi, qui a sa propre existence, qui a sa charte graphique, qui a son propre style, et qui a créé en fait un engouement, déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui, ce style, ce grimdark, va encore plus loin aujourd'hui, parce que je pense que le médium figurine gagne en maturité, et notamment grâce à des ouvrages comme celui-ci. Voilà. Donc c'était le premier épisode de Warshive. J'espère que cela vous aura plu. Il y en aura très vite d'autres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce format, ce que vous avez envie de voir dans les prochains Warshive. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook de Grégoric, ou le groupe des peintres et des joueurs,
sur Facebook pour pouvoir discuter. Il y a aussi le Discord des PDJ. Et si vous avez envie d'aider la chaîne, vous pouvez participer au Tipeee pour me donner un petit coup de main pour pouvoir acheter du matériel, des beaux livres, des choses comme ça. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.